Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en physique-chimie. Dans la partie chimie, il s'agit d'un sujet tombé aux États-Unis d'Amérique en 2005, l'exercice 1, donc un sujet qui n'est pas dans nos programmes actuels, mais pour l'instant c'est le seul que j'ai trouvé qui puisse correspondre. À propos du zinc, un exercice sur 7 points, avec comme mots-clés quotient de réaction, sans évolution et électrolyse. Donc c'est le seul qu'on ait sur l'électrolyse qui puisse correspondre au programme actuel. Certaines transformations chimiques peuvent mettre en jeu la réaction modélisée par l'équation 1. Fe2+, plus Zn donne un équilibre avec Zn2+, plus Fe, dont la constante d'équilibre associée est K égale 1,40 fois 10 puissance 11. Pour étudier expérimentalement des transformations mettant en jeu les espèces chimiques Fe2+, Zn2+, et Fe, on dispose d'une solution de sulfate de fer, notée S1, contenant des ions Fe2+, de concentration 1,0 fois 10-1 mol par litre, d'une solution aqueuse de sulfate de zinc, notée S2, contenant des ions Zn2+, de concentration 1,0 fois 10-1 mol par litre. Les données nécessaires à l'exploitation des expériences 1 et 2 sont rappelées ci-dessous. Les expériences sont réalisées à une température de 25 degrés Celsius. On se limite au couple oxydant-réducteur suivant Fe2 plus Fe, Zn2 plus Zn et H plus H2. On nous donne les masses molaires du fer, 55,6 g par mol, et du zinc, 65,4 g par mol. Le nombre d'Avogadro, Na égale 6,02 fois 10 puissance 23, et la charge élémentaire, E égale 1,60 fois 10-19 coulombs. Partie A, expérience 1, transformation spontanée. À l'instant t égale 0, on mélange dans un grand bécher 100 ml de la solution S1, 200 ml de S2, 5,5 g de fer, 6,54 g de zinc, puis on agite. La transformation chimique de ce système peut être modélisée par l'équation 1. Petit 1, décrire les demi-équations électroniques qui conduisent à cette équation. L'équation 1, elle est dans le sujet, elle est marquée là. Et donc on a Fe2+, qui est en équilibre avec Fe, donc Fe2+, plus 2 électrons égale Fe, et Zn qui est en équilibre avec Zn2+, donc Zn égale Zn2+, plus 2 électrons. Déterminer les quantités de matière d'ion fer2 et d'ion zinc2 introduites initialement. Dans le sujet, on nous indique les volumes et ici les concentrations. Donc la quantité de Fe2+, c'est la concentration C qui est donnée ici fois V1, c'est-à-dire 1,0 fois 10-1 fois 0,100, puisque 100 ml ça fait 0,100 litres, ce qui fait 1,00 fois 10-2 mol. Et la quantité de Zn2+, c'est C fois V2, avec V2 qui est 200 ml, ce qui nous fait 2 fois 10-2 mol. Question 3. Le système chimique ainsi créé évolue spontanément. Une analyse du système permet d'obtenir des histogrammes qui donnent les concentrations en ion fer2 et en ion zinc2 pour différents états du système. Les trois histogrammes représentés sur les figures 1 à 3 en annexe à rendre avec la copie correspondent chacun à un état du système lors de son évolution. Donc un premier état, un deuxième état et un troisième état. Il faut calculer le quotient de réaction associé à l'équation 1 à l'état initial et dire à quel histogramme peut correspondre cet état et justifier. Donc l'équation de réaction c'est celle-là. Le quotient de réaction à l'état initial, il est égal à la concentration initiale de Zn2+ sur C0 puissance 1, puisque le nombre stoichiométrique est de 1. On ne met pas Fe parce qu'il est à l'état solide, divisé par concentration de Fe2+ sur C0 exposant 1, et on ne met pas Zn parce qu'il est à l'état solide, on ne met que ce qui est à l'état de solution aqueuse. Si on simplifie, puisque les puissances sont de 1 et divisé par une fraction, c'est comme multiplié par l'inverse, et C0 se simplifie et ça nous donne concentration de Zn2+ initiale divisé par concentration de Fe2+ initiale. Les concentrations initiales, elles sont égales aux quantités divisées par le volume. Mais attention, comme on a fait le mélange, c'est le volume total, V1 plus V2. Pareil pour Fe2+. C'est N de Fe2+ initial divisé par V1 plus V2 puisqu'on a mélangé les deux. Donc si on remplace là-dedans, ça nous fait N de Zn2+ sur V1 plus V2 divisé par N de Fe2+ sur V1 plus V2. Divisé par une fraction, c'est comme multiplié par l'inverse.
V1 plus V2 se simplifie et ça nous fait donc QRI qui est égal à N de Zn2 plus initial divisé par N de Fe2 plus initial. Valeur qu'on a calculée dans la question précédente. Ça nous fait donc 2,0 fois 10-2 divisé par 1,0 fois 10-2. Ça fait 2,00 pour QRI. Et les quantités de matière qu'on a ici correspondent à l'état E2, puisqu'on a 1,0 fois 10-2, c'est-à-dire 0,01 mol de fer, et 0,02 mol de zinc. B. Énoncer le critère d'évolution spontanée d'un système chimique, prévoir dans quel sens évolue spontanément le système. Donc, le système évolue spontanément dans le sens direct si QRI est inférieur à K. K, on nous le donne, c'est 1,40 fois 10 puissance 11. QRI, on vient de le calculer, c'est 2. Il est bien inférieur à K, donc le système évolue dans le sens direct. C. Calculer les quotients de réaction QR1 et QR3 qui correspondent aux états E1 et E3 des figures 1 et 3 de l'annexe. On a vu que QR c'était N de Zn2 sur N de Fe2. Donc on le fait pour l'état E1. Zn2 0,025 et Fe2 0,05, ça fait un QR1 de 5. Et on fait la même chose pour QR3 qui va être égal à 0,015 sur 0,15, 1,0. Petit d, les deux états E1 et E2 peuvent-ils correspondre à des états intermédiaires entre l'état initial et l'état final? Donc, on a vu que l'état initial c'était QRI égale 2,0. Comme ça évolue dans le sens direct, QR doit augmenter. Comme il démarre à 2,0, l'état E1 correspond bien à un état intermédiaire, puisque c'est 5. Par contre, l'état E3 n'est pas possible, puisqu'il faudrait que QR s'éloigne de K pour atteindre une valeur de 1. Question 4. L'avancement de la transformation à l'état final est égal à 1,00 fois 10-2 mol. Petit a, compléter le tableau descriptif de l'évolution du système, voire annexe, et déterminer les quantités de matière à l'état final. Donc, dans le tableau, je mets l'équation de la réaction. Fe2 plus Zn donne Zn2 plus Fe. Je peux mettre les quantités initiales puisqu'on les a calculées juste avant. Fe2+, on sait que c'est 1 fois 10-2 et Zn 2 fois 10-2. On peut aussi déterminer les quantités de zinc solide et de fer solide puisqu'on a leur masse. Donc la quantité de zinc, c'est la masse de zinc divisée par la masse molaire du zinc. La masse de zinc, 6,54 divisé par la masse molaire 65,4, ça fait 0,100. Et on fait la même chose pour la quantité initiale de fer. Masse de fer 5,56 divisé par 55,6, ça fait 0,100 aussi. Ici, les réactifs, il va y avoir moins XF, le nombre stoichiométrique étant égaux à 1. Alors, j'ai transformé le 1 fois 10-2 en 0,010 pour simplifier. Ici, ça fera 0,100 moins XF. Ici, 0,020 plus XF, puisque c'est un produit. Et ici, 0,100 plus XF. On nous dit que l'avancement final est de 1 fois 10-2, c'est-à-dire de 0,010. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir 0,010 moins 0,010, ça fait 0. C'est notre réactif limitant. La réaction pourra être considérée comme totale. 0,100 moins 0,010, ça fait 0,090. 0,20 plus 0,010, ça fait 0,030. Et 0,100 plus 0,010, 0,110. On a déterminé les quantités de matière à l'état final. B. Compléter l'histogramme donnant les concentrations en ion fer 2 et zinc 2 dans l'état final. D'après le tableau d'avancement, on a trouvé que la quantité de fer 2 à l'état final était de 0 mol. Donc ça veut dire que sa concentration c'est 0 mol par litre. Là on va laisser à 0. Et la quantité de Zn2+, elle est de 0,030 mol. Mais ici on veut les concentrations. Donc méfiance, il y a un piège, parce que les autres c'était les quantités de matière. La concentration de Zn2+ finale, c'est la quantité de Zn2+ finale divisée par le volume du mélange, V1 plus V2. Donc ça fait 0,030 divisé par 0,300, parce qu'il y a 100 ml plus 200 ml, 300 ml.
ce qui fait 0,10 mol par litre. Et voilà, en représentant sur la figure 4. Partie B, expérience 2, l'électrolyse. On a le schéma qui nous est donné. Donc on réalise le montage représenté à la figure 5 en annexe. Le générateur de tension continue permet de faire circuler un courant électrique d'intensité I. 1. L'interrupteur est fermé. On observe alors sur l'électrode de fer la formation d'un dépôt métallique et d'un dégagement de dihydrogène, ce qui est marqué ici. Petit a, il faut représenter le sens de circulation des porteurs de charge. On précisera leur nom dans la solution et dans les fils de connexion. Dans les fils de connexion et dans les électrodes, ce sont les électrons qui sont négatifs. Les électrons vont dans le sens contraire du courant électrique. Le courant électrique va du plus vers le moins, donc il va circuler dans ce sens-là, si l'interrupteur est fermé. Les électrons vont dans le sens contraire. Dans la solution, ce sont des ions qui vont circuler, donc des anions négatifs et des cations positifs. Les anions négatifs circulent dans le même sens que les électrons, donc dans ce sens-là, et les cations dans le sens contraire. Alors, les anions, ce sera les ions sulfate, et les cations, les ions zinc, dans la solution aqueuse. B. En vous aidant des couples donnés et des observations, écrire les demi-équations se produisant à l'électrode de fer. Cette électrode est-elle l'anode ou la cathode? Justifiée. Anode ou cathode, c'est pas spécifiquement marqué dans le programme, donc normalement vous ne devriez pas avoir de questions dessus. Malgré tout, il faut se méfier. Donc, si on regarde au niveau des observations, on a dégagement de l'hydrogène et dépôt métallique ici. Les couples qui nous sont donnés, c'est ceux-ci. Comme il y a un dépôt métallique de ce côté-là, ça ne peut pas être le fer, parce qu'on n'a pas d'ion fer. Donc ça veut dire que Zn2+, gagne des électrons pour donner Zn. C'est Zn2+, qui se transforme en Zn. Et H+, qui se transforme en H2. 2H+, plus 2 électrons donne H2. De toute façon, on avait vu que, puisque ça c'est la borne moins, les électrons circulent dans ce sens-là, donc ils arrivent à la borne de fer, et donc il faut bien qu'ils soient dans les réactifs. Alors donc, pour finir, ceci ce sont des réductions, puisqu'on passe de l'oxydant au réducteur, c'est toujours des couples oxydant-réducteur, on passe au réducteur, c'est une réduction, il y a un C dedans, comme dans cathode, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de anode-cathode. Mais comme je vous dis, anode-cathode, théoriquement, c'est pas écrit spécifiquement dans le programme. C. Quel est l'intérêt pratique de ce dépôt métallique sur l'électrode de fer? La couche de zinc déposée sur le fer va le protéger de la corrosion, c'est-à-dire de la rouille. D. Comment évolue la masse de l'électrode de zinc? Justifiez votre réponse en écrivant la demi-équation qui se produit à l'électrode de zinc. Du côté du zinc, donc on a Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. Ce qui veut dire que la masse de zinc va diminuer. Là, on a une oxydation. On passe du réducteur à l'oxydant, puisque de l'autre côté, on avait une réduction. 2. On suppose maintenant que le seul couple Zn2 plus Zn intervient au cours de l'électrolyse. Le générateur délivre une intensité I égale 0,50 A pendant un temps ΔT égale 10 minutes. Petit a, il faut montrer que l'équation correspondant au bilan de l'électrolyse peut s'écrire Zn à l'anode plus Zn2 plus aqueux donne Zn2 plus aqueux plus Zn à la cathode. En fait, on transfère de l'anode à la cathode le zinc. Du côté du zinc, on a vu tout à l'heure que Zn donnait Zn2+, plus 2 électrons. Et du côté du fer, que Zn2+, plus 2 électrons donnait Zn. Ça c'est la cathode, donc c'est ce qui se passe à la cathode, là c'est à l'anode. Si on ajoute ces deux demi-équations, qu'on peut faire directement, puisqu'il y a 2 électrons échangés par chacun, on peut simplifier par les 2 électrons, et on retrouve l'équation qui était donnée ici. Cette électrolyse est dite à anode soluble. B. Calculer la quantité d'électricité Q échangée pendant 10 minutes, en déduire la quantité de matière d'électrons échangés, Ne. Q, c'est I fois ΔT. On nous donne dans le sujet les deux valeurs de I, 0,5 A, ΔT 10 minutes, donc on transforme en secondes, 10 fois 60 secondes, ce qui fait 300 coulombs. Et on nous demande la quantité d'électrons, donc pour ça on va utiliser Q égale N2 d'électrons fois le constante de Faraday.
qui est égale à la charge d'une mole d'électrons. Donc la charge d'un électron fois le nombre d'électrons dans une mole, Na fois E. On en déduit que la quantité d'électrons va être égale à Q sur F, en transformant cette relation, c'est-à-dire Q sur Na fois E. Na et E nous sont donnés dans le sujet, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Q, on vient de trouver 300 coulombs, divisé par Na, 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, multiplié par 1,66 fois 10 puissance moins 19 coulombs pour la charge d'un électron, ça nous fait 3,1 fois 10 moins 3 mol d'électrons échangés. C. Quelle relation existe-t-il entre la quantité de matière de zinc ayant disparu, NZ, N, disp, et la quantité de matière d'électrons qui a circulé? On a vu que l'équation c'était ça, donc la quantité de zinc va être 2 fois plus faible que la quantité d'électrons, puisqu'il y a un quotient de 2 ici pour le nombre stoichiométrique, alors qu'il n'y a que 1 ici. Donc N de Zn disparu égale N de E sur 2. B. Calculer la variation de masse de l'électrode de zinc. Donc on va calculer la quantité de zinc qui a disparu en appliquant la relation qu'on vient de trouver. 3,1 fois 10 moins 3 divisé par 2, donc 1,55 fois 10 puissance moins 3 mol de zinc. Ensuite, la masse, on fait M égale petit n fois grand M. Donc 1,55 fois 10 puissance moins 3 mol, multiplié par 65,4 g par mol, ce qui nous fait 0,10 g. La masse de l'électrode de zinc diminue de 0,10 g. Voici pour cet exercice.